Hervé, tu as la parole. Oui. Donc, Hervé Tomaso, que vous connaissez tous, qui est chirurgien orthopédiste à Rennes, va nous parler donc du financement de ces questions extrêmement, non pas ardues, mais complexes. Je vais essayer d'aller vite. Non, tu ne vas pas vite, tu prends le temps qu'il faut. Si tu as l'heure pour le train, c'est parfait. Non, ça va aller. C'est la dernière question là, est tout à fait intéressante parce que là, je vais parler de financement, mais en réalité, c'est peut-être pas le premier problème. Et ce que vous dites est tout à fait vrai, c'est-à-dire que d'abord, il n'y avait pas de formation avant, elle était uniquement par compagnonnage et elle n'était pas mauvaise parce que quand on se déplaçait aux États-Unis, on avait l'impression qu'on n'était pas de si mauvais opérateurs par rapport aux Américains, pour pas dire l'inverse, hein. On est tous d'accord là-dessus. Par contre, effectivement, les contraintes financières font les contraintes financières, oui, d'activité au bloc et tout, fait qu'on voit bien que l'enseignement va se déplacer du bloc, en tout cas pour la préparation au compagnonnage, vers les centres de simulation ou les services de simulation. Et pour répondre à votre question, je pense que les fondamentaux, c'est, je crois que Louis Sibert l'a suggéré, c'est qu'il faut partir déjà de programmes pédagogiques parfaitement structurés. Il faut que ce soit les collèges qui les établissent et que c'est la partition. On part de ça. Si on n'a pas ça, ça sert à rien d'avoir un grand centre de simulation, il ne marchera pas. Astrid l'a bien répété aussi, c'est un programme qui est fait sur l'année. Avec sur l'année, tel intervenant sait qu'à tel moment, il va aller faire son cours et que les internes ont l'obligation d'y aller. Un certain nombre de modules doivent être obligatoires, d'autres optionnels, mais certains sont obligatoires. Et puis, quelque chose qui n'a peut-être pas été dit pour compléter, parce que je ne peux que dire ce qui a déjà été dit, c'est, moi, ce que je constate, c'est que peut-être que les centres de simulation ne sont pas assez imbriqués dans les centres hospitaliers formateurs. C'est-à-dire, à la limite, ça devrait être une seule entité, une entité architecturale et une entité budgétaire, financière. Et aujourd'hui, pour mon CHU, en tout cas, je peux constater que les partenaires se parlent pas. C'est-à-dire qu'entre ma DRM et la personne responsable de la chose de simulation au CHU et mon doyen, et il y a des doyens ici, donc je fais attention à ce que je dis, je peux pas dire que le dialogue soit à la hauteur de l'enjeu, et qu'en tout cas, ce qui est certain, c'est que quand on construit un centre, il faut sûrement pas le mettre sur la rocade à 15 km de l'hôpital. En réalité, à l'heure où on construit les centres interventionnels, il faudrait que le centre de simulation soit intégré dedans. Ça, c'est une opinion que je me suis construite petit à petit, notamment pour le briefing, débriefing, où vous pouvez avoir un enregistrement et faire le débriefing immédiatement. On monte du bloc avec sa bavette, on enlève quand même sa casette en son moment et tout ça, et on fait le débriefing et on l'enregistre et on apprend de ses erreurs. Donc voilà un petit peu. Et après ça, on commence à parler de comment je finance tout ça. Parce que là, je n'ai rien à vous apprendre. D'ailleurs, je suis pas un financier. Je travaille dans un laboratoire de recherche quand même en pédagogie. Ça, c'est important parce que ça n'a pas été dit non plus, mais aujourd'hui, si une personne l'a dit, je crois que c'est Louis, que la recherche en pédagogie est très, très importante. Il faut que ce que l'on fait soit validé, qu'on prouve qu'il y a une validité de transfert du simulateur ou des actions de simulation vers le sujet anatomique, puis vers le bloc opératoire. Et ça, c'est en plus, ça construit des Master 2 et des thèses de sciences assez facilement, mais il faut par contre y mettre beaucoup de science parce que c'est pas si simple et ça a été dit aussi qu'il n'y avait pas beaucoup de science. Donc, parlant de finance, je ne déclare aucun intérêt financier. C'est dommage. Donc, voilà, c'est comme ça. Je gagne rien à faire ça. C'est triste. Voilà, c'est mal joué. Alors, si on doit répondre au financement, je fais très attention. J'ai des doyens dans la salle, hein, mais c'est heureusement des amis, je l'espère, jusqu'à cette soirée. La simulation, d'abord, est-ce qu'on a une obligation de formation procédurale, puisqu'on parle de ça à l'Académie de chirurgie? Oui, on a une obligation parce qu'elle est clairement inscrite dans les 12 maquettes des 12 spécialités de la discipline chirurgicale. Et je suis sûr qu'elle est aussi dans les spécialités interventionnelles de la discipline médicale. C'est tombé sur le dos des présidents de collège et des bureaux de collège que j'ai présidé pour ma spécialité au moment de la R3C. Et c'est aujourd'hui la petite main-d'œuvre, c'est les coordinateurs de DES qui ont aujourd'hui la tâche de mettre ça en place dans toutes les UFR, donc tous nos collègues de coordination de DES des 12 spécialités de chirurgie. Et on leur a demandé de mettre en place des méthodes pédagogiques, et notamment des méthodes de simulation en santé, comprenant des techniques de simulation non organiques, ça c'en est une,
il n'y a pas de sujet anatomique, ou organique, c'en est une autre. Là, il y a une jambe ou je ne sais pas quoi, où il y a un sujet anatomique qu'on voit là. Et ça, c'est une obligation de le faire. Et qui dans la loi doit financer ça? Je ne suis pas juriste administratif, mais quand même, dans les décrets d'organisation générale de la réforme du troisième cycle, il est écrit que les étudiants de troisième cycle d'études de médecine reçoivent à temps plein une formation et stage en stage et hors stage, c'est bien ce dont on parle, hors stage, sur leur journée qui leur est due chaque semaine et pas le week-end de formation non technique et technique, et que cette organisation est sous la responsabilité de l'UFR de formation et de recherche. Est-ce que responsabilité veut dire financement? Les doyens qui sont là nous répondront à cette question tout à l'heure. Moi, j'intègre que oui, et que on a parlé des doyens. Là, vous avez la conférence des doyens. C'est quand même eux qui ont la maîtrise de tout ça et qui doivent aussi rechercher des financements. Alors après, quel prix ça a de construire un centre de simulation? Si vous voulez sortir un grand centre du sol, comme ça a été fait à Montpellier ou à Rouen, Louis Sibert nous dira, ça coûte de l'argent. Il peut être aussi plus facile d'agglomérer ce que vous faites déjà. Et ça existe partout, en faisant ce qu'on appelle un GIS, c'est ce qu'on a à Rennes, qui va vous permettre de façon fonctionnelle de regrouper l'école de chirurgie, le laboratoire d'anatomie. On n'a pas le temps de détailler les uns et les autres, mais aussi la simulation que font, par exemple, que fait la maïotique, etc., etc. Vous faites un GIS et puis après, quand tout marche bien, peut-être qu'à ce moment-là, il faut construire un bâtiment et pas faire l'inverse. Et ça, on a tous bien compris que le bâtiment vide avec des simulateurs bâchés, ça n'a aucun intérêt. Peut-être que là encore, les doyens et notamment l'anatomiste qui est ici pourra nous dire ce qu'est une école de chirurgie et comment on la différencie d'un laboratoire d'anatomie, parce qu'il y a des problématiques dont je vais vous reparler très brièvement après, mais qui sont en train d'éclore avec la simulation organique. Et puis, vous pouvez aussi, pour répondre à ce que vous disiez, je ne sais plus qui faisait la réflexion sur les industriels, bien sûr qu'il faut travailler avec les industriels, bien sûr, on va voir comment. Alors, tout ce qu'il faut financer, c'est les bâtiments. Alors, quand vous voyez Lourdes, il y a des tas de fonds possibles, hein, et je peux pas, d'abord, j'en ai pas l'expérience, sauf d'être allé visiter les autres. Hein. Dans les grands centres qui a été cité par Sophie Branchot, il y a des centres qui ont des financements industriels, ceux qui sont monothématiques, ceux qui sont plurithématiques, souvent, ils ont des fonds européens. Ils construisent avec des contrats de plan État-région. Là, on compte en millions d'euros. Et puis, bien sûr, il y a les financements d'université. Et puis, Dan Benamou vient de nous dire qu'on commence à voir apparaître des lignes budgétaires. À mon avis, elles ne seront pas en millions d'euros par UFR. Donc, c'est pas demain qu'on va bâtir des bâtiments. Donc, on doit faire avec ce que l'on a. Et puis, il n'est pas interdit aussi d'avoir des fondations aux États-Unis. Vous savez tous comme moi que vous avez la Mayo Clinic, le bâtiment Goodyear ou je ne sais plus quoi, le bâtiment, voilà, c'est des grandes donations de l'industrie à des hauteurs faramineuses. On doit quand même essayer d'avoir ça. Et puis, il y a après, une fois qu'on a le bâtiment, ce qui coûte très, très cher, vous le savez aussi bien que moi, c'est le fonctionnement, c'est le personnel. Alors déjà, il faut avoir des enseignants. Et nous, qui sommes chirurgiens, et ça a été dit aussi, ne jamais oublier que d'avoir ces formations de vieil interne à jeune interne et d'assistant chef de clinique bi-appartenant université, hôpital, c'est ce qui permet de conserver auprès de nos doyens une petite chance d'avoir des postes d'assistant chef de clinique en chirurgie par le biais de la formation, troisième cycle, mais aussi deuxième cycle, parce que la frontière est en train de s'estomper légèrement entre les deux, même plus que légèrement, et que c'est vrai qu'on doit aller piocher plus en amont ceux qui seront des chirurgiens et les enseigner. C'est bien sûr les personnels IATOS. Voilà, par exemple, une action de formation procédurale. C'est facile de les repérer. Hein. En blanc, c'est les étudiants. En bleu, c'est les enseignants. Donc là, c'est un assistant chef de clinique. Là, c'en est un autre qui forme des étudiants. Il y a 6 postes d'arthroscopie. Vous voyez ce que ça représente avec des sujets anatomiques. Et puis là, discrètement en bleu, c'est la société industrielle qui aide tout le monde avec l'assistance technique financée par l'industrie. Et tout ça, ça fait quand même des actions efficaces qui permettent d'avoir des financements multiples. Les financements multiples, c'est aussi que les locaux, là je me suis permis de piocher la radio parce que la photo elle est très belle de ce que c'est qu'une salle de procédurale haute fidélité, des tables de dissection et bien entendu des salles de simulateurs. Tout ça, ça coûte énormément d'argent. Je passe, vous connaissez les coûts, un simulateur 2D c'est 150 000 €, 3D ça va être, ça dépend, 3D ça coûte moins cher d'avoir un casque que d'avoir une colonne. Ça va évoluer probablement. Et puis, il y a le problème des DMI.
il y a des spécialités qui utilisent énormément de DMI, dont la mienne. La moitié des actes, il y a implantation d'un dispositif médical implantable. Et ça, aujourd'hui, on n'a pas le droit de récupérer ce qui vient de l'extraction sur sujet anatomique, on n'a plus le droit, ou au bloc opératoire. Et donc, on est obligé d'avoir des faux DMI, alors en plastique peut-être, mais nous, c'est en métal, pas de chance. En orthopédie, c'est du métal. Et donc, on est bien content d'avoir des laboratoires. Et là, j'ai juste ce petit sujet que je voulais souligner. Aujourd'hui, quand on remplit une maquette de formation, entre guillemets, on consomme des sujets anatomiques, excusez-moi le terme, et se pose aujourd'hui le problème de la gratuité des sujets anatomiques dès lors qu'on est dans le cadre de la formation initiale de 3e cycle. Est-ce qui paye? Et notamment, est-ce qu'on doit faire payer les industriels, comme certains doyens le recommandent? Je n'ai pas la réponse, mais je pose la question ce soir, notamment aux 2 doyens qui sont là, et c'est un vrai problème parce que ça peut être bloquant. Alors, est-ce qu'il existe un financement national qui permette d'avoir une répartition? J'ai repris le rapport HAS simulation. Je ne sais pas s'il y en a eu d'autres, Dan, depuis. Je ne crois pas que l'HAS ait refait un grand rapport. C'est en cours. C'est en cours, d'accord. OK. Donc, à l'époque, c'était cette répartition-là. Je crois qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui, on n'a pas un plan structuré de financement national concernant la formation par simulation, notamment la formation technique, la nôtre, ici à l'Académie de chirurgie. Et qu'on n'a pas donc du coup les lignes de financement. J'ai repris juste dans ce rapport de l'HAS, il rappelait, Sophie nous a rappelé les centres de formation et de simulation du Nord Europe. On voit que ils étaient un peu pragmatiques et on voit qu'on a tous les partenaires des financements finalement, que l'industrie pharmaceutique garde presque un quart, à l'époque représentait un quart de leur financement. Les fondations, un petit peu, les hôpitaux, c'est-à-dire que pour nous aussi, il faut savoir que peut-être que du côté du ministère de la Santé, il faut qu'on ait des fonds et des écoles professionnelles. Clientèle externe, je ne sais pas ce que c'est, je n'ai pas réussi à trouver la signification, et que finalement, ce n'était pas les universités, en tout cas Nord-Europe, qui finançaient le plus. Alors, faut-il se faire aider des industriels? Ils ont du potentiel, parce que quand vous voyez ce camion, c'est quand même un outil extraordinaire que je m'étais permis de garer devant le bureau du doyen à l'intérieur de la faculté pour qu'ils comprennent le message qu'on avait besoin des soutiens industriels. J'ai rien contre les doyens, Henri, tu le sais bien. Et donc, voilà, aujourd'hui, les industriels, les industriels sont en train de, bien sûr, de toujours faire des cours au laboratoire d'anatomie, à visée de promotion industrielle dans le DPC et de promotion commerciale. Et dans ce cadre-là, c'est normal qu'ils payent les sujets anatomiques, parce que là, ils le font pour leur rentabilité commerciale. Mais ils ont ensuite développé les outils sur maquette. C'est ce qu'on trouve dans ce genre de camion extrêmement sophistiqué. Et puis aujourd'hui, ils sont en train d'envahir fortement la simulation par réalité virtuelle. Parce que ça coûte, ils développent, ça coûte cher de développer un logiciel, mais c'est eux qui sont derrière la plupart des logiciels qui sont actuellement développés. Et le but est très simple, c'est de remplacer tout ce coût par la circulation de casques à immersion ou de petites colonnes en réalité virtuelle 2D, avec bien sûr l'ensemencement cérébral que c'est mon matériel que vous mettez et pas un autre. Ceci dit, développant ça, ils développent des outils qui nous seraient bien utiles, nous, pour la formation. Et donc, rien que pour ça, il faut collaborer avec eux à tous les niveaux. Sur sujet anatomique, c'est traditionnel, c'est historique, il y a juste le problème des coûts qui financent les sujets anatomiques. Les maquettes, ils font ça très bien, ça coûte moins cher. Et le VR, il faut travailler avec eux. D'autant que la conférence des doyens, elle est d'accord. C'est-à-dire que quand on avait été les voir pour l'orthopédie traumatologie, ils avaient écrit dans l'acte de la conférence du 5 février 2019 que la formation, en tout cas dans notre spécialité, nécessitait une collaboration avec les industriels. Et ensuite, ils ont d'ailleurs développé la thématique dans une autre réunion de leur conférence pour dire un petit peu les différents outils. Et Jean-Luc Dumas, qui est là, pourra certainement nous en dire quelque chose. Juste pour parler des industriels, vous savez que l'hospitalité, le problème des industriels, c'est de se retrouver en justice parce qu'ils ont offert des sandwichs ou des repas ou des avions ou tout ce qu'on veut. Donc ça, ils ont tout arrêté. Le problème des doyens, c'est juste qu'on soit, juste entre guillemets, parfaitement transparent et parfaitement éthique dans nos relations avec les industriels. Voilà. Mais ils nous interdisent absolument pas, bien au contraire, ils ont dit que ça nécessitait une collaboration. J'ai mis Formandep et Monde parce que là, c'est pas les tribunaux qui nous menacent, mais c'est de se retrouver à la une du Monde
sur des enquêtes comme il y a eu, qui stigmatisaient l'absence de contrôle de la part des facultés sur la collaboration avec les industriels. Je vais aller assez vite parce que le temps passe. Faut que je finisse, ça n'avance plus. Voilà. Donc, je passe parce que je vous l'ai dit. Par exemple, dans l'Ouest, qui réunit 6 facultés, on en a touché un tout petit mot tout à l'heure, les facultés du Grand Ouest, on a un réseau universitaire. Il y a eu beaucoup de choses dans lesquelles je me suis retrouvé. Par exemple, comment on assure les internes qui se déplacent d'une ville à l'autre. Pour moi, qui suis coordinateur, c'est une vraie angoisse. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On les pousse à venir en train, on s'adapte aux horaires des trains et on leur rembourse le financement des trajets. Sur fonds propres, pas sur fonds universitaires. C'est probablement une anomalie. Mais ce faisant, au moins je dors tranquille et je ne vais pas avoir une voiture qui s'est retournée sur la rocade ou sur l'autoroute avec 4 jeunes dedans, parce que là, je ne sais pas qui serait responsable. Donc, ça veut dire aussi qu'il faut réfléchir. Il y a certainement dans les spécialités à faible effectif une absolue nécessité de déplacer les internes, parce qu'il y a peu d'effectifs, on les déplace. Dans les grosses spécialités formatrices, l'ophtalmo, la gynéco, l'orthopédie, le digestif, il ne faut pas, à mon avis, hésiter à multiplier les centres et de multiplier les outils, parce que quand les programmes sont bien faits, les outils sont utilisés. Et en plus, ça conforte notre métier, ça nécessite des formateurs, ça veut dire qu'il faut du post-internat pour former les jeunes, etc., etc. C'est une dynamique que notre métier doit porter. Alors, il faut simplement clarifier les relations. Voilà ce que c'est qu'une convention de relations telle qu'on fait dans l'Ouest avec l'industrie. Je l'ai exprès pas grossi. Hein. Vous avez ici le programme et la partie du programme qui est concernée par une action de formation. Vous allez avoir ici les enseignants et leurs référents. Par exemple, on fait un cours d'arthroscopie. Il faut que les gens qui vont faire le cours soient soit des assistants chefs de clinique, soit des chirurgiens installés, membres de la société responsable scientifique, c'est-à-dire l'ASFA, dont Henri a été le président, mais c'est comme ça que ça doit fonctionner. Là, vous avez un code barre qui permet de retrouver. Ici, c'est les appréciations des étudiants. Là, tout à coup, je ne sais plus ce que c'est. Et puis, il faudrait que je grossisse. Et voilà, en tout petit, le programme un petit peu de formation en chirurgie orthopédique et juste en dessous, le programme en chirurgie arthroscopique. Et cette convention, on l'appelle la convention TIPI, Transparence, éthique, enseignement, promotion, encadrement, évaluation. Aujourd'hui, le réseau des 5 et 6 facs de l'Ouest, c'est en fait 5, mais en réalité 6, est en train d'adopter cette convention. Il y a une réunion qui va avoir lieu pour toutes les 12 spécialités chirurgicales pour en faire la convention d'usage courant chaque fois que vous travaillez avec un industriel pour chaque action de formation. Et une fois qu'elle est mise en place, ça va très vite. Et ça passe devant le comité d'éthique. Si le comité d'éthique de l'UFR valide, eh bien à ce moment-là, c'est présenté au doyen qui valide et qui signe à son tour. Et à la fin, vous avez d'ailleurs, en gros, si ça veut bien passer, j'arrive plus à passer, j'ai commencé à noter quelque chose. Voilà, vous avez 4 signatures quand vous faites votre action. Là, vous avez mon doyen en haut là, qui a tout à fait bien compris les choses. Moi qui suis responsable de l'enseignement, l'industriel et son service juridique qui a bien signé aussi toutes ses obligations vis-à-vis des étudiants. Et là, en l'occurrence, l'anatomiste, directeur de l'école de chirurgie. Voilà, donc ça, c'était un topo sur les relations avec l'industrie. Les relations avec l'industrie, il va y avoir un long moment où on va avoir besoin d'eux avant que les lignes de budget qui vont nous arriver, on ne sait pas, par la taxe des professionnels, par un tas de circuits possibles qui sont en train de se mettre en place. Mais à mon avis, il faut bien 10 ans avant que ça soit à hauteur financière des enjeux. Pendant ce temps-là, il faut travailler avec l'industrie, s'en émanciper progressivement et construire son centre de simulation en fonction de l'existant local. Parfois, savoir pas être trop ambitieux, Louis nous dira si c'est vrai qu'il faut peut-être d'abord agglomérer ce qu'on a, puis après construire et le faire imbriqué dans son centre de formation. Et j'ai pas eu le temps de parler des hôpitaux non universitaires et bien sûr des centres privés qui peuvent aider. Voilà les messages que là. Merci beaucoup, Hervé. Henri Coudane veut poser une question. Vous avez le micro, non? Attendez, on va vous trouver le micro. Il a monopolisé les micros. Merci Hervé. Donc, tu as interpellé les doyens, enfin Jean-Luc. Alors, on revient sur la parole. Alors, je vais répondre très clairement à tes questions. Et comme d'habitude, je vais employer un langage chirurgical.
Faut-il que le financement soit partagé par les industriels, les laboratoires? La réponse est clairement oui. Voilà. Très bien. Deuxième point, est-ce qu'il faut faire participer? Alors, tu as montré, je crois que c'était Stryker, mais il y en a d'autres, hein, Zimmer, avec des outils pédagogiques merveilleux. Alors, de façon anecdotique, ils sont venus du temps que j'étais doyen, ça fait déjà quelques années, et ils sont arrivés à la fac, ça avait été prévu et tout. La première question que j'ai eue, alors que j'étais au bloc opératoire, c'était l'ingénieur responsable des tout. Ils disent, mais écoutez, ils ont besoin d'électricité et d'eau. Bah, je lui dis, écoutez, démerdez-vous, vous êtes ingénieur, vous branchez l'eau et l'électricité sur le camion. Et puis vous arrêtez de m'emmerder parce que voilà, ça avait été décidé comme ça. Oui, mais monsieur le doyen, si jamais il y a un ouvrier qui se blesse et tout, ben, je lui dis, écoutez, vous portez plainte contre moi et puis il n'y a pas de problème, mais faites-le, je vous en supplie, faites-le. Donc il y a toujours des solutions. Alors la solution n'est pas si simple. Et je me souviens que le président de l'université de l'époque, je ne donne aucune date, donc vous ne pourrez pas le retrouver, avait dit de toute manière, il faut de façon claire, sur le plan universitaire, chasser les marchands du temple. Il faisait allusion aux évangiles synoptiques, Saint Luc, Saint Jean, et l'autre c'était, non, c'était pas Saint Matthieu, c'est Saint Marc, voilà, où effectivement c'est Jésus. Alors je lui dis, écoute, monsieur le président, t'es bien gentil, mais deux choses. Un, l'ordonnance de 58 fait que je suis dérogataire, donc t'as pas à te mêler de ça. C'est bien, on est dérogataire, hein, tout le monde le sait. Et deux, écoute, je pensais qu'avec les chirurgiens qui se prenaient pour Jésus, mais toi, tu te prends pour le Dieu le Père, donc je ferai ce que je voudrais sur ma faculté. Et ça a été réglé. Alors, ça vous paraît un peu superfétatoire, mais de temps en temps, donc je réponds à ta question, et ça s'est très bien passé. Alors après, on a été boire un coup ensemble, et je lui ai expliqué, enfin bon, on a arrangé les choses. Mais il faut chasser de nos esprits ces, comme dirais-je, pseudo-grand principe de dire, écoutez, l'enseignement, c'est public, donc il faut attendre l'argent public. Avec ça, on n'arrivera jamais. Et enfin, le dernier point, il y a quelques cas particuliers. Tu parlais des internes qui se déplaçaient. Alors, la solution que tu as signalée est la plus raisonnable. On les fait se déplacer et on prend en charge leur trajet avec la SNCF. Et le dernier point pour les, comment dirais-je, les cadavres, enfin les cadavres, tu vois, des labos d'anatomie, voilà, les sujets d'anatomie, excusez-moi, oui, on va employer un terme éthique, les sujets d'anatomie. Les sujets d'anatomie ne sont pas la propriétaire et la chasse gardée des collègues professeurs d'anatomie au sein de nos facultés. Conclusion, ils sont à la disposition des enseignants, de ces formations. Enseigner, c'est pétrir des âmes. Donc, il n'y a aucun problème. Et là, le doyen prend la décision et c'est gratuit. C'est gratuit, il faut que ça soit gratuit. Telle est mon opinion. J'espère avoir répondu à toutes tes questions. Merci. Merci beaucoup, Henri. Trop facile. Ouais. Non, enfin, je pense qu'on est tous d'accord sur le fond. Il y a des problèmes pratiques, c'est que, enfin, par exemple, sur l'histoire des conflits d'intérêts avec l'industrie, vous savez bien que c'est beaucoup plus compliqué que ça, et que si nous, on est plutôt favorable ou très favorable à ce type d'analyse, la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui nous met dans des situations qui sont quand même beaucoup plus complexes que juste de dire oui, vous le savez bien. Hein. C'est pareil pour la recherche. Hein, c'est impossible de faire de la recherche même clinique aujourd'hui, c'est excessivement difficile parce que les conditions qui nous sont imposées par les lois et la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui rendent les choses très, 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 très difficiles. Donc, on est plus que d'accord, mais malheureusement, en pratique, c'est difficile. C'est pour ça qu'il y a des gens aussi qui se... Louis Sibert. La santé qui devrait servir de témoignage de 2 minutes, parce que la question que pose Hervé, elle est subalterne, mais l'essentiel, c'est quel modèle économique pour les centres de simulation. Et quand on fait le tour de France, on s'aperçoit qu'il n'y a pas un centre qui est financé de façon identique. Et pour prendre l'exemple de Rouen, c'est une UF de notre CHU, en partenariat avec l'université. Et donc, ce qui m'a été posé, c'est que l'argent de la sécurité sociale n'a pas vocation à former des médecins. Auquel j'ai répondu, mais l'argent de la sécurité sociale a vocation à améliorer la qualité des soins. Bon, c'était le début d'un dialogue. Effectivement, il faut composer en permanence et il n'y a pas de solution claire pour le moment.
Je crois qu'il y a Sophie qui avait levé la main, ou à moins qu'il y ait d'autres personnes, peut-être, non? Sophie, tu avais levé la main? Oui, j'avais levé la main pour la mise à disposition du corps humain pour des sociétés privées. Je pense qu'il y a une réflexion qui est menée et il y aura sans doute des dispositions ministérielles. Il faut savoir qu'il n'y a pas de réglementation à l'inverse du don d'organes. Le don du corps, il n'y avait pas de réglementation nationale et que c'est pas le corps humain qui est... Il ne pourra pas y avoir un financement pour la mise à disposition du corps humain pour une société privée. Ce qui pourra être envisagé, c'est que dans un centre ou une école de chirurgie, il y ait une mise à disposition et un coût pour l'usage d'une session avec mise à disposition d'un corps lors de cette session. Mais il faut être, je pense qu'on ne peut pas, enfin, de façon évidente, il va falloir à la fois les associations sont tout à fait d'accord pour que le don du corps se poursuive et qu'il y ait une utilisation pour qu'il y ait des progrès avec ces corps humains, mais qui, bien sûr, une des problématiques, c'est qu'il faudra qu'il y ait une réglementation très claire et qu'il ne pourra pas y avoir, c'est comme le don d'organes, c'est un don, c'est gratuit. Donc, il n'y aura pas un financement pour un corps. Juste un mot, il y a actuellement en cours l'écriture d'une réglementation. Je ne sais pas ce qu'elle va comment dire, conclure, mais nous avons été interrogés il y a quelques mois par, vous savez, l'équipe de Christina Mirati qui est à Amiens, qui est conseillère de ministre, justement sur cette question finalement des différents moyens pour l'apprentissage, en particulier chirurgicaux, et la place de la simulation, on va dire, par exemple, je vais dire plastique, hein, les simulateurs, ce genre de choses, par rapport à l'utilisation des sujets anatomiques. Notamment à la suite de l'histoire, vous savez, des Saints-Pères qu'il y a eu il y a 2 ans, je crois qu'il y a à peu près quelque chose comme ça. Et donc, il y a actuellement une réflexion au niveau du ministère sur le positionnement de tout ça. Je crois que Louis a été interrogé aussi, me semble-t-il. Il y aura une règle et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire par rapport à ce que tu l'as dit au tout début. Non, je parlais d'écriture d'une réglementation. Alors, je ne sais pas sous quelle forme ça se présentera. Oui, il y aura une. Actuellement par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche au sujet justement de la place résiduelle, enfin dans les prochaines années, de qu'est-ce qu'il reste ou qu'est-ce qu'il restera de la place de l'enseignement par les sujets sur les sujets anatomiques par rapport aux autres modalités de stimulation. Il faut être très prudent. Ah oui, je sais, c'est à ça que je voulais réagir. Il faut être très prudent parce que moi, initialement, je pensais que l'avenir, ce n'était pas du tout forcément ça. Mais beaucoup de spécialités interrogées ont encore un besoin et au moins sur les 10 ans à venir. C'est-à-dire que ça ne va pas s'effacer du jour au lendemain. Et il faut être très prudent sur l'usage qu'on fait actuellement parce que l'alternative, c'est le corps animal. Et la réglementation, on n'est pas du tout plus rassuré sur la pérennité de modèles animaux à l'usage de la formation. Merci beaucoup Sophie, merci beaucoup Dan, merci beaucoup Hervé.